Donc, mes chers collègues, je vous propose de débuter et déjà de vous présenter le nouveau format. Bon, j'espère, parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile à consulter que les grands formats. Donc, vous pouvez nous aider à appuyer pour aller vers cette évolution de la reprographie des rapports, peut-être dans un premier temps de la délégation, toujours en avance sur son temps. Voilà, puisque le rapport que nous avons adopté lors de notre dernière réunion rencontre déjà un écho intéressant, enfin, au regard des commentaires que j'ai reçus, et je pense que les rapporteurs qui sont là peuvent en témoigner. Et donc j'invite nos deux rapporteurs qui travaillent sur le sujet de ce soir, à savoir les valeurs démocratiques, connaîtront le même écho. Alors nous avons justement la chance de recevoir ce soir pour nous éclairer, nous inviter à réfléchir Dominique Régnier, donc, qui est directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, mieux connue sous le nom de Fondapol. Dylan, alors je ne sais pas comment Buffington, voilà, qui est prospectiviste et conseiller à la Fondation Jean Jaurès. Et enfin, Raphaël Dohan, que nous avons déjà eu la chance d'entendre dans cette salle, d'ailleurs, il me semble. C'est la salle presque qu'on inaugurait, qui était venu nous parler de ses travaux sur l'intelligence artificielle et que nous allons réentendre ce soir pour nous parler de la question de l'avenir des valeurs démocratiques. Alors, c'est un sujet qui est d'actualité, puisque si vous avez fait... Prêtez attention, il y a la 13e édition de l'étude Ipsos sur les fractures françaises qui a été publiée il y a quelques jours et qui témoigne justement de cette crise de confiance à l'égard des institutions. Et d'ailleurs, le journal Le Monde a titré « Crise démocratique, des symptômes de plus en plus inquiétants » pour introduire l'article qu'il faisait sur la restitution de ce sondage. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, il me semble que le président de la République a tenu une réunion autour justement de l'émergence de l'intelligence artificielle, des ingérences étrangères et des conséquences que cela pouvait avoir sur notre démocratie dans le cadre, bien évidemment, des futures échéances électorales et notamment des élections municipales. Donc c'est sur tous ces sujets, notamment aussi de savoir s'il existe une fracture générationnelle sur cette question de la perte de confiance envers la démocratie. On pourrait croire comme ça, de premier abord, que les générations les plus âgées ont toujours confiance dans nos institutions et que ce sont les plus jeunes qui les remettraient en cause. Est-ce que c'est vrai? Si oui, pourquoi? Alors vous avez tous les trois des personnalités et des parcours différents et c'est justement ça qui nous intéresse et c'est pour ça qu'on vous a fait venir ensemble ce soir, puisque l'idée est aussi un peu de créer de la confrontation avec nous, mais peut-être aussi de la confrontation entre vous. Donc sans plus tarder, je vais vous laisser la parole. Je ne sais pas si vous êtes organisé pour un... Non, donc là, celui qui souhaite débuter, ouvrir le bal, prend la parole le premier. Et puis ensuite, nos deux rapporteurs, Amal Gaker et Rémi Cardon, vous interrogeront, ainsi que l'ensemble des membres de la délégation. Que Monsieur Régnier pourrait commencer. Donc il est désigné. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Bonsoir, merci de cette invitation à échanger avec vous. Je rappellerai une vérité qui est établie, mais difficile au fond à démontrer. Mais il y a une usure que connaissent toutes les choses et les formes historiques aussi, les organisations institutionnelles aussi, quoique très bonnes, finissent par subir l'érosion du temps. Alors on pourrait donner des raisons pour lesquelles ça se produit, mais ce serait long, je passe là-dessus, sauf si la conversation nous invite à y revenir. Le système démocratique dans lequel nous vivons, grosso modo, a vu le jour au milieu du XIXe siècle. Alors voilà, c'est pour aller vite, c'est le suffrage universel, mais il n'est que masculin. On ne va pas rentrer dans tous ces détails qui sont des choses importantes, mais l'idée en tout cas de l'ouverture de l'expression des préférences collectives au plus grand nombre est entrée dans l'histoire à ce moment-là. Et donc voilà, ça fait une période qui est en réalité très courte dans laquelle nous nous trouvons, mais il faut faire l'hypothèse, en tout cas moi je fais cette hypothèse, je ne la trouverai pas d'ailleurs extraordinairement osée, que nous subissons une usure liée
a cette durée, il y a des cycles en histoire, cette durée qui fragilise par elle-même le système démocratique dans lequel nous nous trouvons. Je crois qu'il faut le garder présent à l'esprit. Il y a des choses que nous avons sans doute mal vues, mal comprises, mal gouvernées. On peut sans doute identifier des points, mais de toute façon, il y a une question qui est celle-là. Le temps qui passe, les générations qui se succèdent, eh bien, ne favorisent pas la persistance des systèmes, même quand ils sont de très bonne qualité ou avec des fondations qui sont très remarquables. Je fais l'hypothèse que le système démocratique, compétitif, pluraliste, libéral est le meilleur système que l'on peut imaginer pour consacrer la dignité humaine. Ça n'empêche pas que cette vérité, pour ma part, substantielle, n'assure pas à ce système une durée de vie éternelle. Donc nous vivons une usure qui est pour moi irréversible, un processus qui ne manquera pas de se poursuivre. Je dirais qu'il y a aussi une raison plus prosaïque qui tient à ce que j'appellerais, pour aller vite, l'efficacité matérielle, j'aurais pu dire matérialiste d'ailleurs, l'efficacité matérielle de la démocratie qui a été prouvée pendant de nombreuses décennies. Et quand même, grosso modo, nous avons au cours de cette période qui va du milieu du 19e siècle à, je dirais, la fin des années 70, peut-être milieu des années 80, je ne sais pas trop, nous avons une convergence entre le déploiement de la démocratie, son intensification au niveau local, régional, même européen en 1979, des droits nouveaux, des reconnaissances élargies, le suffrage universel, etc. Nous avons aussi un système qui parvient, en traversant des épreuves redoutables que nous savons, qui parvient à être plus généreux pour les gouvernés, pour les citoyens, et qui se trouve récompensé au fond de soutenir ce système dit démocratique par des droits nouveaux et par des avantages matériels nouveaux tout à fait considérables compte tenu de la trajectoire historique de ces peuples européens d'ailleurs, et pas spécifiquement français. Et cette tendance, pour la France c'est plus net, s'est inversée lentement mais sûrement depuis pas mal de décennies maintenant, un peu caché par un surendettement qui est assez commenté aujourd'hui, donc je ne vais pas y revenir, caché, mais la vérité elle est là, nous vivons au-dessus de nos moyens, et il y a un moment donné où nous allons rejoindre cette réalité-là, ce sera sans doute un choc important, et en fait, ce que nous allons découvrir, que nous savons déjà, que nous voyons déjà, c'est que la démocratie, malgré la hauteur de ses principes, leur incontestable grandeur, n'a pas de racines profondes. La démocratie tient très largement par les performances pratiques, matérialistes qu'elle est capable de délivrer. Et lorsque ces performances s'amenuisent, en tout cas c'est l'hypothèse que je fais, lorsque l'importance de l'efficacité faiblit, eh bien la reconnaissance du système faiblit aussi et peut même disparaître s'il n'y a pas de solution pour restaurer la puissance publique dans sa capacité à produire des résultats. Il y a une raison simple à ça, qui est que mettre à la disposition de tous, c'est-à-dire des citoyens, 18 ans et plus, etc., mettre à la disposition de tous un instrument aussi puissant que le vote, le droit de voter, pour exprimer une préférence, faire ressortir de ce jeu libre, compétitif, entre plusieurs candidats ou plusieurs forces politiques, peu importe, faire émerger une préférence collective et ensuite la consacrer par le droit, puisque c'est bien ça le chemin, ça marche remarquablement bien pour souder l'attachement à la démocratie dès lors qu'il y a à la sortie des résultats qui sont conformes aux aspirations collectives. Quand on commence à expliquer que c'est plus difficile qu'avant, ça se dérègle. Et quand on va expliquer que c'est tout à fait impossible, ça ne fonctionne plus du tout, puisque l'idée est que nous avons exprimé collectivement une préférence de manière pacifique, en respectant vos procédures, etc. Et il ne se passe rien. Donc nous sommes trahis, ou bien vous ne vous intéressez pas
à nous. Nous n'avons plus confiance en vous, Madame la Présidente, vous y faisiez référence à l'instant. Le lien est rompu, ou presque. Je crois que nous y sommes. Et puis je terminerai, pour ne pas être plus long à ce stade, ce système démocratique travaillé aujourd'hui par l'usure du temps, par la baisse des performances pratiques, par bien sûr aussi l'évolution démographique, sur laquelle peut-être on reviendra, mais mes collègues ou vous-même souhaiteraient revenir, et c'est un facteur majeur, eh bien, est également travaillé par l'affaiblissement, voire parfois la dislocation de quelques-unes de ces conditions fondamentales de possibilité. Il y a des conditions de possibilité pour la démocratie, un certain niveau d'éducation, une certaine façon de communiquer, d'échanger entre nous, une certaine forme d'espace public, évidemment. Alors les réseaux sociaux, le numérique, l'IA, avec tous les aspects qu'il ne faut pas manquer de souligner très sincèrement, tous les aspects extraordinaires, enthousiasmants de ces outils, de ces interfaces, de ces plateformes, de ces technologies, sont également de très grands destructeur de ce qui a fait la possibilité d'une délibération, d'une discussion et d'un rapport au pouvoir et d'un vote collectif. Donc là, nous sommes pris dans des, comment dirais-je, dans des territoires numériques sur lesquels nous n'avons peut-être pas grande souveraineté, peut-être aucune, qui échappe aux législateurs que nous élisons, donc qui échappe au vote aussi, et un désencastrement. C'est une première dans l'idée démocratique, même si je prends cette histoire courte, 1850, on va dire 1848, disons cela, jusqu'au milieu des années 80, nous avions parfaitement intégré le modèle démocratique au modèle, en fait, stato-national. Et ce désencastrement, le fait que le monde tel qu'il va, la globalisation, l'européisation, etc., la technologie, désencastre la politique et même l'État de la sphère strictement nationale pour le réencastrer dans des sphères autres, immatérielles, qui parfois dépendent beaucoup plus de plateformes non nationales et d'entreprises que de circonscriptions nationales, publiques, encore moins, je dirais, démocratique. Là, c'est une rupture qui, si on en fait comme ça une théorie rapide, c'est ma conclusion ici, enfin mon mot de la fin pour ces remarques, je dirais, moi, que logiquement, ça ne peut plus fonctionner. Il n'est pas possible que le système survive à ces transformations et à ces nouvelles configurations de ces conditions de possibilité. Merci à tous pour votre invitation. Donc, en propos, pareil, un petit peu préliminaire pour lancer la discussion. Peut-être en préambule, l'année dernière, on s'est posé cette question avec la Fondation Jean Jaurès parce qu'on a sorti, et on était les premiers en think tank en France, à sortir la France 2040 et à se poser ces questions-là, à choisir 9 thématiques. Et on a fait le choix de ne pas choisir la démocratie parce que pour nous, à l'époque, c'était le parti pris, et on pourra en rediscuter, en fait, la démocratie et le régime sera une finalité et non pas un point d'entrée. Que ce soit le réchauffement climatique, le vieillissement, et du coup, je rejoins ce qui vient d'être dit, vont aussi beaucoup influencer ce qui arrive. Et donc, l'exercice aujourd'hui est intéressant, mais il faut aussi garder en tête qu'il sera éminemment influencé par ce qui risque de se passer dans les années à venir. Je ferme cette parenthèse. Alors, les Français sont-ils attachés à la démocratie? C'est la question qu'on a eu à préparer. Alors, déjà, pour commencer avec un petit peu une petite note positive, c'est que oui, quand même. Je ne l'ai pas dit, donc on a sorti en effet avec l'Institut Montaigne et Le Monde, etc., la fracture française il y a quelques jours, et donc je vais me servir de pas mal de chiffres qui va aussi permettre d'objectiver et tangibiliser un peu tout ce qu'on est en train de dire. Donc 66% estiment encore que le régime démocratique est irremplaçable et que c'est le meilleur système possible. Le problème, et on va rejoindre la discussion, c'est que c'est en baisse de 10 points depuis 2014. Et donc c'est ça la dynamique qu'il faut affronter. Je ne reviens pas aussi sur la participation électorale qui est encore forte. Moi, comme mon nom l'indique, je suis très attentif aux États-Unis et on voit qu'en France, on est quand même encore en avance sur certains points, mais ça baisse aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, à l'époque, le vote systématique était premier et le vote systématique a baissé, alors que le vote intermittent, donc on n'y va pas à chaque fois, est en hausse. Et c'est ce changement-là qui est en train de s'opérer avec une abstention systématique à 25%, c'est ça qui reste assez stable depuis 2002 même. Donc,
pour répondre à cette tendance, on n'est pas face à un rejet. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, la part qui est vraiment dans un rejet absolu de la démocratie est quasi, est encore très très bas. Par contre, on est, et donc je rejoins ce qui vient d'être dit, face à une désillusion. Et le vrai problème, c'est le fonctionnement aujourd'hui. 71% considèrent que la démocratie ne fonctionne pas bien en France, et on a quasiment 30% qui considèrent qu'elle ne fonctionne pas bien du tout. Et en comparaison un peu internationale, en Allemagne c'est seulement 48%, 53% aux Pays-Bas, 62% en Italie. Donc on est aussi à un stade qui est peut-être plus avancé en Europe et plus inquiétant en Europe sur ce point-là. Je vous passe d'autres chiffres, mais la moitié des Français disent qu'il n'y a pas de quoi être fier de notre système démocratique. Donc voilà, le constat, il est quand même assez là. Et je reprends un point qui a été évoqué par Madame la Présidente, qui est sur les jeunes. Donc le chiffre de cette année, c'est 42% des moins de 35 ans qui pensent que d'autres systèmes politiques peuvent être aussi bons que la démocratie. 42%. Et donc on est dans cette tendance et cette inquiétude-là. Alors, cette pente glissante, maintenant, si on sort un petit peu de ces chiffres-là, comment on peut l'expliquer? Évidemment, il y a deux raisons qui sont politiques. Évidemment, la première, elle a commencé à être évoquée, c'est la crise de l'efficacité. Quand on fait remonter les chiffres, on a l'impression qu'on fait plus face à des politiques, mais il y a des gens qui font de la gestion et qui sont cadrés. Les chiffres, là aussi, alors là, c'est le baromètre confiance Cevipof, c'est la moitié des Français qui estiment qu'en démocratie, rien n'avance, il faudrait mieux moins de démocratie, mais plus d'efficacité. L'autre point, 57% pensent que les gouvernements ne peuvent plus faire grand-chose aujourd'hui, que le vrai pouvoir est ailleurs. Et donc on voit bien ce rôle d'administration du présent qui émerge et qui est reconnu par plus de la moitié des Français. Ensuite, il y a un problème de légitimité. Là aussi, les chiffres sont clairs. 66% estiment que la plupart des hommes politiques sont corrompus. C'est plus de 10% depuis 2022. Et quasiment 90% des Français estiment que les hommes et les femmes politiques agissent principalement pour leurs intérêts personnels. Donc voilà, crise d'efficacité, crise de légitimité. Je vous passe le chiffre sur les fractures françaises, sur la confiance député, président de la République, Assemblée nationale, partis politiques, personne n'est au-dessus de 20%. Je pense, moi, et à la Fondation, et on va s'inscrire aussi dans l'héritage de Jean Jaurès, de penser qu'au-delà de ces sujets très politiques, en fait, la démocratie, c'est une question beaucoup plus large. Et donc, il y a des questions qui sont plus larges que des questions d'efficacité et de légitimité politique. Et tant qu'on ne les adresse pas, on aura répondu seulement à une partie du problème. 4 crises, un petit peu, qui sont peut-être plus profondes. Et c'est peut-être sur ça qu'il faut qu'on travaille et qu'on arrive à défricher du terrain. La première, c'est la crise des valeurs. Le problème, c'est pas les valeurs en soi aujourd'hui. Si on reprend liberté, égalité, on pourra les débattre. Liberté, égalité, fraternité, émancipation, méritocratie, responsabilité. L'enjeu n'est pas tellement ce choix de valeurs, c'est la déconnexion entre leurs promesses et l'incarnation, la réalité, la différence perçue. C'est devenu des concepts abstraits, des concepts lointains, où les gens ne se projettent plus. Et ça crée un désintérêt. Et ça crée ce que petit à petit appelait Tocqueville le despotisme doux. En fait, on se retire de tout ce qui est public parce qu'on se dit que de toute façon, la liberté ou l'égalité n'étant plus fournie par le public, je vais aller me la chercher dans le privé. Deuxième crise, c'est la crise du réel. C'est un autre type de déconnexion. C'est la déconnexion entre la réalité vécue et la réalité qui est annoncée par la politique, mais plus largement. On a cette impression, dès qu'on fait des études, et là on en a fait une assez loin sur le PMU, et ce qui se dit dans les PMU. Donc c'est intéressant aussi comme baromètre et comme thermomètre presque du terrain aussi. On a vraiment l'impression qu'il y a deux mondes qui ne se parlent plus et que la réponse, et c'est ce qu'on entend quand on fait des études qualitatives, c'est que les politiques s'arment de chiffres pour montrer que tout va bien. En fait, on a l'impression que les indicateurs ont remplacé le réel et donc on a une impression, une réalité perçue réelle de la vie, qu'elle soit réelle ou pas, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas on ne discute plus sur le même niveau. On a donc des indicateurs qui ont remplacé le réel, comme je disais. Ça rejoint un petit peu l'idée, alors pour ceux qui l'ont lu, de la trahison d'éclair de Julien Benda des années 30, avec cette idée qu'en fait on cache derrière une objectivité des chiffres, du rationnel, une idéologie. C'est l'impression en tout cas qui est en train de réémerger, donc quasiment un siècle après, de cette déconnexion. Troisième point, c'est la crise culturelle, et ça elle est plutôt de l'autre côté, c'est cette vision que Rosan-Vallon appelle la contre-démocratie, qui est cette vision très mercantiliste, très transactionnelle du pouvoir, où on a créé, à cause de la société de consommation, de l'individualisation, on attend quelque chose de très concret, très précis et très immédiat du pouvoir. On a un rapport marchand,
Et donc ce qu'explique Rosan Vallon, c'est l'idée que les citoyens passent de citoyen à contrôleur, à client, qu'on passe de la participation à la transaction et qu'on passe de la morale à l'efficacité. Et ce changement-là, et c'est peut-être ce qui touche les jeunes, on pourra y revenir, en fait ils ont toujours connu ça, c'est pas l'acception unique de la démocratie. Évidemment, si on regarde le consentement à l'impôt, il y a plein d'autres courants philosophiques qui ont posé d'autres visions beaucoup moins héroïstes du rapport à l'État et à l'individu. Donc ça, c'est troisième crise. Et dernière, c'est la technologique, qui en fait, on en parlait juste avant de lancer cette discussion, c'est une accélération en fait. Le numérique vient ajouter quelque chose sur un corps qui est déjà fragilisé et accélérer des usages. Les sujets de l'IA, évidemment, il y a une question du vivre ensemble, il y a une question sur de l'information qui devient une commodité. Mais voilà, c'est une accélération, on pourra y revenir si vous voulez. Alors, peut-être dans les 2-3 minutes qui me restent, peut-être 2 impasses. Parce que là, on est en train de rentrer, quand on regarde là aussi les chiffres, dans 2 impasses. La première, c'est un espèce d'élitisme techno où on se dit, et là ça rejoint aussi la pensée ce que décrit Jacques Rancière sur l'idée en fait, la réponse à tout ça, c'est trop de voix, trop de participation, trop de demandes. Donc refermons un petit peu, donnons le pouvoir aux experts. Le problème de ça, c'est qu'on ne gouverne pas malheureusement contre le peuple, donc c'est une vision très court-termiste de la réponse. La deuxième, c'est l'autorité. Évidemment, je vais passer un petit peu plus de temps sur celle-là. L'autorité, un petit peu comme pis-aller, c'est pas efficace, on va passer en force. C'est 85% des Français qui estiment qu'on a besoin d'un vrai chef en France pour remettre de l'ordre. C'est devant l'Allemagne, c'est devant l'Italie, c'est devant les Pays-Bas. Et alors là, on rentre sur une pente qui est là aussi très glissante. 41% ont une vision positive d'avoir un homme à la tête, un homme fort qui n'a pas à se préoccuper du Parlement et des élections, 41% des Français, et on a 24% des Français qui ont une vision positive de la phrase, en tout cas de l'idée que l'armée dirige le pays pour de l'efficacité. 28%. Quasiment 30%. Donc évidemment, c'est le réflexe un peu sur ce sujet d'efficacité. C'est pour ça que je le dis, si on s'attaque que à la légitimité, à l'efficacité, on passe à côté du problème, parce que cette réponse, en fait, elle va pas quand on regarde les différentes crises, c'est pas une réponse à ces crises-là, c'est juste elle va t'attaquer un petit peu à l'écume de la vague. C'est un aveu d'échec, évidemment, et quand on regarde, là aussi je reviens aux États-Unis, c'est extrêmement court-termiste et l'enjeu de brutalité pour l'efficacité, évidemment, ne fonctionne pas sur le temps long. Là aussi, je vous laisse peut-être avec une vision un petit peu plus philosophique, alors assez conceptuelle, de l'idée qu'en fait, on peut pas avoir la démocratie, ça peut pas être l'ordre. Alors je dis pas l'ordre dans la rue, je dis l'ordre conceptuellement, puisque c'est l'émergence de discours, de débats, de discussions, ça peut pas être l'ordre. Et donc il faut pas que la réponse soit seulement une réponse de fermeture et d'ordre pour sauver la démocratie. Je m'arrête là, peut-être juste pour dire, si je reprends la question initiale, quand on voit comment la situation a évolué récemment dans certains pays, et je me tourne à nouveau transatlantique, on voit que dans la seconde signification du terme, dans la question « sommes-nous encore vraiment attachés à la démocratie ?», en fait que l'attachement physique presque à cette démocratie, il est très fragile, et donc c'est là où il faut affronter le problème dès maintenant et être attaché à la démocratie pour pouvoir se re-attacher physiquement à ce régime démocratique. Je poursuis avec des remarques préliminaires également, et même s'il y a beaucoup de points d'accord avec les 2 précédents intervenants. D'abord, je vous remercie pour votre accueil ce soir. Je voudrais d'abord, un premier point, commencer par souligner la difficulté de l'exercice auquel vous nous conviez ce soir, c'est-à-dire de faire de la prospective sur le régime politique. Il y a un auteur du XVIIIe siècle que j'aime beaucoup, qui s'appelle Louis-Sébastien Mercier, qui avait écrit un livre en 1770 sur la France en 2440. En l'an 2440, donc c'était assez audacieux comme prospective. Et dans cette France de 2440, il imaginait qu'on serait toujours gouverné par un Bourbon, qui serait toujours un roi monarque absolu. Simplement, ce monarque absolu appliquerait les principes des Lumières poussés à bout, en fait, dans les principes du XVIIIe siècle, tels qu'ils pourraient être idéalisés. Et donc, c'était un roi bienveillant, éclairé, rationnel, etc. Mais il envisageait par exemple que la Bastille serait détruite, mais détruite par un roi éclairé qui avait choisi de la remplacer par un temple de la paix et de la liberté, je crois. Et donc, après la Révolution, ce même auteur a fait une préface à la réédition de son livre en disant « Vous voyez, j'avais prévu que la Bastille
démocratie serait détruite, donc je suis le véritable prophète de la révolution. Mais en fait, pas du tout. C'était vraiment pas du tout ce qui s'est passé. Donc je trouve toujours assez... Enfin, c'est un exemple que je garde toujours en tête quand on essaie de faire des prédictions politiques, parce que c'est pas quelque chose de particulièrement difficile. Le deuxième point dont je voudrais vous faire part, c'est que je pense qu'une des grandes raisons pour lesquelles la démocratie est à ce point en débat aujourd'hui, c'est qu'on se méprend sur le sens que le mot démocratie peut avoir. On a fini par faire de la démocratie une sorte de réceptacle de toutes les valeurs positives de la société contemporaine. C'est-à-dire qu'on veut que la démocratie, ce soit en fait le meilleur régime, quel qu'il soit, en un certain sens. Alors qu'il fut, pendant la grande majorité en fait, des siècles qui nous ont précédés, et jusqu'à la fin du 19e siècle, je pense, la démocratie, c'était un régime parmi d'autres qui n'était pas forcément vu de manière plus positive que d'autres types de régimes. Pour les philosophes classiques de l'Antiquité jusqu'à Montesquieu encore, ça fait simplement partie de la division des différents régimes entre la monarchie, vous savez, l'aristocratie, l'oligarchie, la démocratie. Et la démocratie n'a pas une valeur en soi plus grande que les autres. Elle voulait dire simplement quelque chose de très précis, qui était une manière de s'organiser où le peuple vote directement les lois. En fait, c'est quelque chose d'aussi bête que ça, en un sens, et aussi précis. À Athènes, donc, puisque si on revient à l'origine du terme démocratie, c'est bien ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de représentants. Et encore au XVIIIe siècle, quand les révolutionnaires français, en 1789, se posent la question du régime qu'ils veulent donner à la France, la plupart d'entre eux ne veulent pas instaurer une démocratie, en fait. La révolution, initialement, n'est pas vraiment démocratique. Ils veulent instaurer un régime représentatif, mais ce qui n'est pas dans leur esprit, qui n'est pas la même chose, et qui est même tout à fait distinct de la démocratie, où précisément il n'y a pas de représentation, dans leur conception qui était encore héritée de l'Antiquité. Et je pense que c'est quelque chose qui se reflète encore aujourd'hui dans la crise conceptuelle qu'il y a sur la démocratie, c'est-à-dire que pour une partie des gens, la démocratie, ça veut encore dire le pouvoir du peuple, tout simplement, dans un sens, et c'est son sens antique originel. Et pour d'autres, c'est la conception, disons, plus moderne et libérale, en fait, qui s'impose, où là, il s'agit plutôt, dans la tradition des Lumières, de valeurs comme la séparation des pouvoirs, comme le respect de l'état de droit, des libertés individuelles, etc., etc. Mais en fait, ces deux notions sont... Je ne dirais pas qu'elles sont contradictoires, mais elles ne sont pas facilement conciliables. Et c'est, je pense, la question qui va préoccuper beaucoup les débats dans les années et décennies à venir. En fait, elles le font déjà d'ailleurs. C'est de lier le pouvoir du peuple et la capacité de la majorité à imposer ses désirs et ses vues avec la protection d'un ordre libéral que nous avons construit depuis le 19e siècle, à peu près. Et on le voit très bien aux États-Unis, où c'est la grande question qui se pose dans la lutte entre le pouvoir exécutif de l'administration Trump et les juges, la Cour suprême et le reste des États, et les États fédérés. C'est ce qui se pose aujourd'hui encore en France quand on a des débats sur le rôle des juges précisément, sur les questions de gouvernement des juges, sur la place du Conseil constitutionnel, etc. Et ces débats-là ne sont pas faciles à résoudre parce qu'en fait, il y a une sorte de divergence entre ces deux conceptions de la démocratie dont, pour ma part, je pense que philosophiquement, il n'y a qu'une seule vraie définition de la démocratie qui est la définition originelle et que l'autre est plutôt une forme de libéralisme politique et que les deux sont difficiles à concilier. Le troisième point que je voudrais avancer, c'est que, en admettant donc maintenant que nous avons un système représentatif et que nous essayons de concilier avec une forme de démocratie, cette représentativité est aujourd'hui en fait assez difficile à trouver. En tout cas, elle a des failles et je vais prendre un exemple qui m'avait beaucoup frappé quand je l'avais découvert. C'est dans un sondage Ipsos de 2021 sur la réforme de la haute fonction publique. À l'occasion des débats sur la réforme de l'ENA et de la haute fonction publique, il y avait eu ce sondage qui avait également interrogé les Français sur leur vision de la fonction publique en général. Et dedans, il y avait la question... Certains proposent de supprimer le statut de l'ensemble des fonctionnaires et de leur donner un statut de contractuel. Seriez-vous favorable ou opposé à une telle mesure ? Il s'agit quand même de la suppression du statut de fonctionnaire, ce qui en France paraît quelque chose d'assez radical et d'assez audacieux. Et j'étais très surpris de voir la réponse des sondés par affiliation partisane, parmi les sympathisants d'abord de gauche et de droite et ensuite à l'intérieur de chaque parti. Alors évidemment, comme on s'y attend, par exemple, 71% des sympathisants, les Républicains, sont pour la suppression du statut de fonctionnaire. C'est pas forcément une surprise, même si encore qu'il y a pas tant d'élus, les Républicains, qui proposent de supprimer le statut de fonctionnaire. Mais, encore plus surprenant, la majorité des électeurs de gauche seraient favorables à cette mesure,
dont 53% par exemple des électeurs du Parti socialiste, et même 44% des électeurs de la France insoumise qui seraient donc favorables, quand on leur demande, à supprimer le statut de fonctionnaire. Alors je ne dis pas que c'est ce qu'il faudrait faire, mais simplement je trouve que ça révèle une sorte de décalage entre les propositions et les idées dont on débat à la fois dans les médias et dans les sphères politiques, et les avis d'une grande partie des Français, en fait, qui sont probablement moins idéologiques aussi que les militants élus, les gens qui s'activent dans la sphère politique. Et qui, en fait, donc, je pense que le découpage idéologique et politique des Français ne recouvre plus bien le découpage des partis. Il y a plein de raisons à cela, principalement historiques, mais je pense que c'est une des grandes questions qu'il faut poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'en fait, il y a aujourd'hui des moyens pour les Français d'exprimer leurs grandes orientations politiques de manière fidèle, en fait, sur la plupart des sujets. On n'est jamais évidemment certain d'avoir 100% d'accord avec tel ou tel représentant politique, mais je pense qu'il y a aujourd'hui un trop grand décalage avec la réalité des idées des Français. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, c'est compliqué de trouver des solutions pour résorber ce problème, mais je pense que si on ne le résout pas, il peut y avoir un effet un peu de glissement progressif qui finira par effectivement donner encore moins confiance dans à la fois la représentation politique et dans le système même de la démocratie représentative dans les années à venir. Voilà les quelques points que je voulais souligner en introduction. Merci beaucoup, c'était des propos introductifs très riches. Je nous ai vus tous très très attentifs en train de se poser des questions sur ce qui va advenir, parce que finalement vous avez tous les trois ouvert des champs de réflexion différents mais qui sont complémentaires. Donc je me tourne tout de suite vers nos rapporteurs qui ont aussi déjà ont déjà commencé leurs auditions tout à l'heure. Mais vous avez déjà commencé. Nous avons démarré. Donc merci beaucoup Madame la Présidente. Merci beaucoup à vous en tout cas pour vos propos, en effet, d'ores et déjà très riches. Alors, j'avoue que la question qui est posée en fait a une consonance quand même très très particulière dans le contexte que nous sommes en train de vivre politique. C'est en cela que je le trouve aussi extrêmement intéressant et peut-être même parfois bloquant, j'ai envie de dire. Pourquoi je dis bloquant? Parce que on est dans un tel justement contexte complexe. On parle aujourd'hui d'une démocratie qui peut-être arrive à bout de souffle, où nous avons aujourd'hui des débats budgétaires, des recherches d'échanges, de coalitions autour de notre budget qui paraissent compliqués. Et donc ce sujet sur l'avenir de la démocratie, sur l'avenir des valeurs démocratiques, en tout cas du contexte dans lequel nous travaillons aujourd'hui, interroge véritablement. Je pense qu'on peut être d'accord sur quand même le constat. Et vous l'avez dit chacun, je pense que finalement vous avez rebondi sur des sujets différents, mais avec un constat qui est quand même le même. Le premier, c'est l'inefficacité qui explique aujourd'hui, en tout cas, ou le manque de réponse. Quand on dit l'inefficacité, c'est peut-être un grand mot, mais le manque de réponse que nous pouvons apporter en fait aux citoyens aujourd'hui et qui interroge sur véritablement l'avenir de notre démocratie. En tout cas, c'est ce que nous disent aujourd'hui les citoyens. Le deuxième constat, c'est la rupture, en effet, entre les citoyens et leurs représentants et leurs institutions. C'est vraiment ce qui nous interroge aujourd'hui et c'est ce qu'on entend et c'est ce qu'on constate. Vous avez abordé pas mal de chiffres qui vont dans ce sens, mais c'est un constat, donc encore une fois, que nous partageons tous. Et puis le troisième, c'est quand même un contexte qui ne simplifie pas les choses, qui est le contexte technologique. Vous avez parlé des réseaux sociaux, la force des médias aussi, qui n'aident pas, en tout cas, ou qui interrogent sur l'avenir des démocraties dans notre pays, mais aussi ailleurs. Et donc nous, en fait, dans les travaux que nous menons sur l'avenir des valeurs de la démocratie, plusieurs questions en fait qui nous sont posées maintenant. La première, c'est peut-être déjà cette fascination qu'on peut d'ores et déjà entendre de certains de nos citoyens vers ces despotes en fait aujourd'hui de certains régimes en fait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, même des citoyens, je vais le dire différemment, éclairés, regarde en fait vers les extrêmes, vers je l'ai dit comme cela, mais ceux qui aujourd'hui exercent finalement le pouvoir de manière plutôt autocratique. Ça, c'est la première question qui nous interroge véritablement aujourd'hui et qui interroge sur l'avenir de la démocratie. Vous avez abordé aussi, la présidente l'a dit également, sur les différences des générationnelles. Est-ce que nos jeunes aujourd'hui sont plus ou moins attachés finalement à la démocratie? Si oui ou sinon et pourquoi?
J'aimerais, en tout cas, on aimerait vous entendre là-dessus. Et puis, la troisième question, une en tout cas des questions qu'on se pose, existe-t-il aujourd'hui des outils, des modèles, des outils peut-être démocratiques que nous devrions développer pour faire en sorte de faire mieux fonctionner, en tout cas, notre modèle démocratique? Merci. Et en complément, je poserai peut-être 2 ou 3 questions. Dans vos propos, vous... finalement, et ça rebondit un peu sur ce que tu viens de dire, Amel, c'est effectivement, finalement, les Françaises et les Français sur des, on va dire, une réflexion très court-termiste comme les politiques, où on traite finalement tout le temps les urgences, et on le voit bien, on a même l'incapacité à parler de planification, enfin, si on peut en discuter en débat, en audition, mais après, le mettre en application, c'est encore un autre sujet. Et il y a justement, dans les auditions précédentes, il y en a qui nous disaient, regardez, en Chine, on est capable effectivement de lancer une filière de la batterie et de la voiture électrique en 15 ans, et puis ici, en France, vous êtes capable de faire un budget en 70 jours. Enfin, ou incapable en tout cas d'aboutir à quelque chose, même en ayant un modèle démocratique installé. Enfin, c'était un peu un peu la provoque, mais c'est un peu finalement ce que les gens ressentent aussi, c'est-à-dire on a un modèle démocratique qui pourrait nous permettre normalement d'être à l'épreuve sur du temps long, avec le dérèglement climatique, les bouleversements technologiques, les questions de ressources, enfin les mutations du rapport au travail et au collectif. Tout ça, enfin, normalement, vu comment on est installé, mais la Ve République, mine de rien, avec le tripartisme, enfin les 3 blocs, on voit bien on sort de la culture de base, culture politique qui était la majorité l'emporte et on déroule derrière. En fait, on n'est plus du tout là-dedans. Et donc, on en tirait des conclusions sur est-ce que en fait le mode de scrutin fait partie de la solution. Donc le changement de mode de scrutin sur notamment l'élection présidentielle et législative, ou est-ce que c'est finalement mais alors là c'est bien plus compliqué, parce que finalement on n'est pas habitué, que ce soit les parlementaires à l'Assemblée nationale, peut-être un peu plus habitués au Sénat, mais sur la question du pluralisme et du coup d'aller chercher des compromis et des coalitions sur Monsieur tout à l'heure parlait plutôt sur des valeurs dans un premier temps et après peut-être sur des projets et des idées, mais on voit bien qu'on tourne un peu autour du pot, sachant que finalement le débat démocratique aujourd'hui en France, il tourne beaucoup sur la forme, c'est-à-dire et d'ailleurs ceux qui sont les plus invités sur les plateaux télé, ce sont les constitutionnalistes, ce sont les on voit bien, c'est quel article on peut activer de la Constitution, quelle manip juridique on peut, la lettre rectificative, vous voyez que finalement ça tourne essentiellement autour de ça. Donc ça sent un peu quand même le malaise, ça répond pas du tout aux préoccupations des Français. Et donc face à ça, quels sont les choix qu'on doit installer, en tout cas dans le débat public, pour sortir un peu parce que finalement c'est pas, je trouve que c'est on pousse les gens à raisonner et à se dire un député ou un sénateur, ça coûte tant pour un Français, et en fait la rentabilité du truc, c'est beaucoup d'heures de débat, beaucoup de discussions. Mais est-ce que ça va changer ma vie? Ça, je sais pas. Et ça, on l'entend de plus en plus. C'est-à-dire que la logique de l'électeur consommateur, et qui devient maintenant à contrôler et à comptabiliser la rentabilité, on voit bien que ça pousse à les remettre en cause totalement le modèle démocratique. Hein. C'est assez flippant. Et donc, quand vous disiez, il y a l'efficacité et la légitimité, finalement, c'est l'efficacité d'abord, et après, je pense que la légitimité viendra par la suite. Et c'est la question de l'efficacité qui, en fait, qu'on nous demande. Donc, il n'y avait pas forcément beaucoup de questions dans mon propos, mais il y a quand même aussi des réflexions. Et donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer avec les différentes études et votre vécu? Effectivement, je vous propose de réagir sur les interventions, questions de nos 2 rapporteurs, et puis ensuite, les membres de la délégation viendront compléter et poser leurs propres questions.
Je réagis en effet de la manière suivante. S'agissant, ce que Raphaël tout à l'heure d'ailleurs a évoqué du décalage, l'hypothèse d'un décalage entre un système de représentation politico-médiatique et puis, pour aller vite, et puis la société elle-même. Je pense que c'est une piste utile, ça. Dans l'enquête de Dylan que j'ai lue attentivement, si vous regardez, effectivement, la confiance dans les partis, c'est 10%, les députés, c'est 20%, l'Assemblée nationale, c'est 20%. Si vous regardez le haut, number one, c'est la PME, 82%. Ensuite, vous avez les scientifiques, 81%. Les grandes entreprises, 47%. Les banques, 45%. Les syndicats, 36%. Il y a tout un monde dans lequel les Français ont confiance, qui est en général discrédité, dont on parle de la façon la plus négative qui soit, qui est d'ailleurs le monde que fréquentent les Français, c'est leur boîte, c'est leur service, ce sont leurs interactions. Et c'est un monde qui n'a pas du tout, dans le débat politique démocratique, pas du tout la place qu'il a dans la société. Et pas simplement par nécessité pratique. Il faut un banquier, il faut un emploi. C'est la confiance, ça mesure la confiance. Et c'est saisissant, parce que la défiance à l'égard des politiques, à l'exception des maires, 68%, je crois que vous l'avez dit, c'est très significatif. À l'exception des maires, la défiance dans les politiques, elle se contrebalance par une grande confiance dans des institutions de ce type qui sont je dirais, un peu contre-intuitives. Sur la question des jeunes, c'est une question clé. L'hypothèse que la science politique aujourd'hui, pas française, la science politique du monde démocratique, c'est une notion qui a été beaucoup développée aux États-Unis, celle que je vais utiliser là, mais l'hypothèse la plus admise, c'est qu'il y a un processus de déconsolidation démocratique. C'est le mot que nous employons. Il y a une déconsolidation démocratique qui se vérifie en observant le comportement électoral, les comportements politiques d'ailleurs aussi des nouvelles générations, marqués par l'abstention, forte abstention, abstention massive, un désintérêt, par un vote qui est effectivement plus volontiers radical, à droite, à gauche, par des modalités d'action qui sont beaucoup plus protestataires, éventuellement même plus violentes, etc. Et donc ce sont des modalités qui ne témoignent pas nécessairement d'une dépolitisation par contre, mais qui témoignent d'une prise de distance à l'égard des procédures qui ont été imaginées, formalisées, organisées pour que ça se passe bien, qu'on puisse exprimer nos préférences et nos désaccords sans que ce soit dramatique. Et là, on commence à sortir de tout ça. C'est pour ça qu'il y a une forme de malaise et d'inquiétude que nous partageons tous ici, j'en suis sûr, et que les Français éprouvent aussi à l'égard de ce qui nous arrive. Sur la question du despotisme, je pose une question à Dylan qui peut-être tout à l'heure voudra bien y répondre. C'est une question méthodologique. Je ne sais plus si dans votre enquête, j'ai oublié, vous posez la question entre différents modèles politiques, qui est une question, parce que moi j'ai fait les deux, une question d'évaluation. Est-ce que vous aimez ce système? Par exemple, 40%, j'aime bien. Et celui-ci, j'aime bien, 30%, etc. Ou est-ce que vous avez testé en demandant de choisir un système? Quand je demande, moi j'ai fait ça sur 30 000 personnes en avril 2024 avec l'enquête Fondapol sur les Européens, juste avant les Européennes, je demande, est-ce que vous êtes pour un système où il y a un homme qui gouverne vraiment, on dit un homme fort, c'est la formule qu'on en emploie tous, sans consulter le Parlement ni se soucier beaucoup de la presse, une formule de ce type qui dit des choses clairement. Qui va préférer ça? Personne. Personne. On peut vous dire qu'on apprécie l'autorité parce qu'on voudrait de l'autorité dans le monde démocratique. Ça ne signifie pas qu'on veut sortir du monde démocratique. En tout cas, nous n'avons pas encore assez d'éléments. J'aurais plus d'inquiétude sur l'effondrement de la démocratie par un abandon, un désintérêt, une culture qui n'est plus appropriée, des pratiques qui ne sont plus régulatrices ou une puissance publique qui n'arrive plus du tout à délivrer, que sur le fantasme ou le désir d'un despote que nous aurions enfin. Ça, c'est un... Alors, je ne dis pas cela de manière définitive, je n'ai pas de raison de le faire.
Je pense qu'il faut faire attention en utilisant les questions qui sont les plus précises là-dessus. Et puis je termine par la question que vous évoquiez, monsieur, des institutions, du mode de scrutin, etc. Je crains, moi, ce débat, parce que c'est le débat qui nous laisse penser que si nous n'y arrivons pas, c'est parce que nous n'avons pas les bonnes institutions. Et moi, je me demande quelles sont les institutions qui nous permettent de réformer le régime des retraites, par exemple, ou qui nous permettent, de manière consensuelle, de faire avec l'argent que nous avons, nous en avons en réalité beaucoup moins, de préserver les générations futures d'une dette excessive, etc., avec les moyens que nous avons, les moyens financiers. Quel est notre système qui fait que nous aurions un consensus sur toutes les questions qui nous opposent aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait qu'on se mettrait d'accord sur un taux d'imposition ? Qu'est-ce qui nous manque comme institution ? En fait, il ne nous manque rien pour le faire. Nous ne sommes pas d'accord, c'est tout. Et je ne vois pas quel nouvel agencement nous mettrait d'accord. Par contre, et je termine là-dessus, alors ce que je vais dire est très malvenu, c'est presque hérétique sous la Ve République. Par contre, nous avons une élection qui est un poison, qui est l'élection présidentielle, au suffrage universel direct. C'est le poison inventé par l'inventeur du régime. C'est cocasse quand même. Et je le dis ici avec une pensée pour Gaston Monnerville. C'est quand même l'élection qui empêche tout compromis, qui personnalise à outrance, qui polarise à outrance. On va le voir, la prochaine présidentielle. Reparler des retraites pendant la présidentielle, ça va être quelque chose. Et donc j'en arrête là. Mais s'il y a une réforme institutionnelle que je recommanderais, moi, c'est celle-là. De revenir à une élection qui est moins personnelle, moins charismatique. Je ne me fais pas d'illusions, ni sur la suppression de cette élection, ni sur les conséquences de son maintien. Je poursuis la réflexion, évidemment, je suis très aligné avec pas mal de choses. Si je reprends les points dans l'ordre, sur la fascination du despote, là aussi c'est des théories. En fait, c'est une fascination en creux, et c'est là où aussi je rejoins pas mal de choses qui ont été dites. Je pense que si on avait quelque chose qui fonctionnait bien, et alors c'est là où je dis pas forcément efficace, mais en tout cas qui fonctionnait bien, il y aurait moins. Donc voilà, il faut pas non plus qu'on obsède complètement sur cette fascination oui, et ça va même plus loin. Je pense que, en fait, si on veut jouer dans la même course, on va perdre à chaque fois. Parce que oui, le régime chinois, quand il met en avant du solaire, il sera toujours meilleur. Donc, je veux dire, on va perdre ce combat si on dit que ce n'est qu'un combat d'efficacité et qu'on joue cette course-là. Ce qu'il faut, c'est arriver à prendre un peu un parti pris, différent. Et c'est ce parti pris qu'il faut arriver à imaginer, et cet angle un petit peu différent. Et c'est là où peut-être qu'on ne sera pas tous les trois d'accord. Nous à la Fondation, et moi je pense que c'est le sujet de la co-construction et de revenir sur faire avec, faire ensemble. Il y a une des questions, et après je reviendrai sur la question sur l'étude. 71% des Français pensent que la démocratie fonctionnerait mieux en France si les citoyens étaient associés de manière directe à toutes les grandes décisions politiques. Alors, toutes, peut-être pas, la réforme des retraites, mais en tout cas, nous, ce qu'on pose et les travaux qu'on mène avec la Fondation depuis un moment, c'est comment on arrive à réancrer justement une politique qui ne se fait pas une fois tous les 5 ans, qui est régulière et qui ne passe pas que par l'élection, et qui aussi ouvre la question d'une démocratie peut-être plus directe sur certains points. Il suffit de voir le succès qu'ont eu, en tout cas la première convention citoyenne qui aurait dû mieux marcher que ça, mais en tout cas, nous, on est vraiment convaincus que c'est pas. Il faut sortir du champ de l'efficacité et d'aller plus vite que les régimes autoritaires là-dessus. Il faut réembarquer, et ça passe aussi, et je suis heureux de le dire ici, par le local. Évidemment, il y a beaucoup d'enjeux qui se jouent au quotidien sur du local. Et ça passe aussi par une confiance, en fait. Tant qu'on est persuadé que les citoyens, de toute façon, ne veulent pas s'en occuper, ça ne les intéresse pas, et qu'ils préfèrent juste remplir leur caddie, tant que cette confiance-là, elle n'est pas réinstaurée dans les deux sens, ça ne marchera pas. Donc voilà, sur ce premier point, la fascination des spots, je pense que c'est une erreur de foncer sur l'efficacité, on sera toujours perdant. Sur les jeunes, et donc, oui, la question sur l'étude, oui, en fait, on demande, c'est une liste d'items séparés, donc voilà, il y a un enjeu, voilà. On cherche de toute façon dans toutes les études, il y a toujours un enjeu de comment on arrive à trouver un chiffre qui émerge. Donc voilà. Sur les jeunes, je pense que en fait, là aussi, il y a
Ils ont vu de manière exacerbée tous ces enjeux. En fait, ils n'ont pas connu autre chose. Ils ont connu ce monde, alors le digital, etc. Un monde où leurs parents n'ont peut-être pas accompli les promesses, ou en tout cas les espoirs qu'ils avaient. Et on en parle, je pense, il y a 20 ans, on parlait ça dans certains quartiers. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus large et c'est un vrai sujet. Comment est-ce qu'ils voient leurs parents déçus peut-être par cette promesse? Ils voient la rapidité, l'accélération. Donc eux aussi sont dans cet enjeu d'efficacité. Et ça, évidemment, les réseaux sociaux en font partie. Et après, il y a un autre sujet qui est l'éducation. L'éducation, on a décidé qu'on allait former des gens qui étaient prêts pour la vie active professionnelle. On a mis de côté toute l'éducation qui font un bon citoyen. Et donc, c'est des partis pris. Sur l'éducation, il y a un vrai sujet. Et on ne va pas pouvoir remettre par-dessus les heures actuelles tout ce qu'on entend sur l'esprit critique, le recul face aux médias, etc. À un moment donné, il va falloir qu'on fasse un choix. Comment on veut éduquer nos enfants, nos adolescents. Et ce choix, il a été fait très professionnalisant jusqu'à maintenant. Et donc, c'est une question qui est ouverte sur ce point-là. Est-ce qu'on remet autre chose? Parce que aujourd'hui, un adolescent, un enfant n'a pas l'éducation qui lui permet d'être un bon citoyen. Et je vais citer quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ces sujets, qui est Gérald Bronner. Il dit aujourd'hui, pour mettre un peu la barre sur l'éducation, il faut défendre l'espace mental comme on défendrait un territoire menacé. C'est ce niveau-là de réflexion et de combat qu'il faut mener. Ce qui pose des questions en éducation sur les différences, les inégalités en éducation, etc. etc. Et après, un autre sujet qu'on va avoir, c'est tous ceux qui ne sont plus à l'école. Parce qu'on ne va pas se dire on va travailler sur la génération suivante et puis on va oublier. Et donc là, il y a des travaux qui sont en train d'être menés de réflexion sur presque s'inspirer sur le complotisme et sur le vivre ensemble, s'inspirer de certains travaux qui ont été faits sur les radicalisations pour arriver à désescalader, à revenir en arrière, parce que c'est pas en assénant des chiffres qu'on va sortir les gens des complotismes. Donc ça, on commence juste ces réflexions-là sur comment on sort les gens du complotisme. Il n'y a pas de solution parfaite, mais voilà sur ça. Et après sur les outils, alors. Là, ce qui émerge pas mal en ce moment, c'est la question de l'article 16, qui est cette espèce de bombe à retardement démocratique qui pourrait d'un coup... voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais voilà, donc dans les solutions, la question de repolitiser au quotidien et dans toutes les tranches, localement, redonner du pouvoir collectif, innover en matière de démocratie, c'est un vrai point, être irréprochable et responsable. Et là, je rejoins un livre qui est sorti aux États-Unis, qui après la première élection de Trump, sur la tyrannie de Timothy Snyder, qui a analysé dans toutes les dictatures et les régimes non démocratiques qu'est-ce qui les avait amenés vers là. Et en effet, c'est pas du tout un soulèvement, un rejet, l'envie d'un homme fort, c'est l'érosion et la passivité. C'est le fait d'accepter qu'on parle de gouvernement des juges, qu'on mette en question l'état de droit. C'est toutes ces questions-là qui érodent petit à petit et qui délégitiment le pouvoir démocratique. C'est ce qui émerge aussi, ce qu'on appelle le brutalisme constitutionnel. C'est de se dire, je respecte les règles, mais je vais tordre les règles tellement fort pour garder l'avantage que ça va me permettre de passer. Et donc c'est toutes ces questions-là qui détruisent en fait la démocratie. C'est pas une révolte populaire, ou en tout cas pas toujours. Après il y a la question, mais je reviendrai là-dessus sur la question du mouvement et du récit, qui est un vrai sujet aussi, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Alors, je voudrais apporter un point de désaccord sur la question de l'efficacité, puisqu'on en a beaucoup parlé, et je ne crois pas, je suis même convaincu que la démocratie n'a pas de raison d'être associée à une inefficacité plus grande que celle d'autres régimes. Alors, je n'aurais pas abusé du tropisme antique, mais d'abord, dans la philosophie classique, la démocratie est plutôt vue comme le régime le plus rapide et violent et agressif par rapport aux autres régimes qui sont censés être un peu plus lents, alors qu'aujourd'hui on a tendance à croire que le despotisme serait plus rapide et plus actif, alors que la démocratie serait forcément une sorte de grand monstre mou qui met du temps à faire des compromis, etc. Mais en fait, c'est pas nécessairement le cas. Ensuite, parce qu'il y a beaucoup de régimes totalement antidémocratiques qui ont été aussi très lents et très inefficaces, ou en tout cas qui ont eu de la bureaucratie et des lenteurs, je pense à l'URSS bien sûr, et surtout on a connu des réalisations et des plans d'action dans la France démocratique du XXe siècle qui ont été des modèles de réussite et d'efficacité. Je pense au plan Messmer par exemple. On a réussi quand même à faire un déploiement du nucléaire en France dans un pays qui était démocratique de manière extraordinaire et qui a été envié par beaucoup d'autres pays dans le monde. Donc je pense que ce qui a changé depuis, parce que ce n'est plus le cas aujourd'hui, je pense même, ce serait une expérience de pensée intéressante à faire d'un point de vue juridique, c'est d'essayer de voir
savoir si aujourd'hui, tout ce qu'on a fait dans les années 70, dans ce domaine-là en particulier, serait faisable aujourd'hui ou pas. Je pense que non. Enfin, je pense qu'on mettrait énormément, enfin, on mettrait 30 ans de plus pour faire ce qu'on a fait en moins de 10 ans. Ouais, peut-être même plus que ça, voire on ne pourrait pas le faire du tout. Donc je pense que s'il y a une question institutionnelle à se poser, puisque vous souleviez la question, je suis d'accord avec Dominique Régnier, c'est pas la question finalement de la Constitution ou en tout cas des rapports entre l'exécutif et le Parlement ou du mode de scrutin. Ça. En revanche, je pense qu'il y a quand même une question institutionnelle, mais elle est moins évidente, enfin, et moins classique, disons. Elle se pose plutôt dans les rapports entre, d'une part, l'exécutif et le législatif, et la capacité à faire des lois et à les appliquer, et d'autre part, les agences indépendantes, mais aussi les juges, enfin tout ce qui malheureusement est aujourd'hui un peu mis dans le baquet de l'état de droit de manière un peu rapide, je pense, et qui fait que précisément on a du mal à avoir de l'efficacité. Je pense à un exemple précis qui est, puisque vous m'aviez invité pour parler d'intelligence artificielle il y a quelques mois, aujourd'hui on sait que pour construire un data center, un centre de données en France, ça met environ 4 ou 5 ans, dont 3 ou 4 ans de procédures bureaucratique et de recours. Est-ce que vraiment il y a une nécessité à ce que dans une démocratie on mette 4 ans à valider le principe de la construction d'un centre de données? Moi je ne pense pas du tout en fait. Quand les Chinois font plus vite que nous pour installer ce genre d'infrastructure, c'est pas tellement parce qu'ils construisent beaucoup plus vite que nous. Enfin, nous, quand on commence à mettre les pierres, on peut aller assez vite. Simplement, nous, on a cette phase préalable. Et je ne suis pas sûr, vraiment, c'est une conviction très profonde, que ce soit à cause de la démocratie qu'on soit obligé de passer ce temps-là, qui effectivement après se traduit en un sentiment d'inefficacité, enfin une réelle inefficacité, mais donc un sentiment chez les citoyens que la démocratie n'est pas efficace. Mais je pense qu'on peut en fait totalement séparer les deux, qu'on peut avoir un régime comme l'était la France des années 70 qui était parfaitement démocratique, en tout cas qui était suffisamment démocratique pour ce qu'on peut en attendre, et qui ne soit pas jumelé avec cette lenteur bureaucratique qui elle est due à, je dirais, une conception un peu pervertie de la démocratie où on l'associe forcément à empêcher l'État de tourner en rond, en fait, d'agir en rond, si vous me passez l'expression. On a trop tendance à considérer que pour la démocratie, il faut empêcher ou l'exécutif ou le législatif de prendre des décisions dans tel ou tel domaine ou de faire de telle ou telle manière, etc. Et je pense que c'est ça la grande question qu'il faut affronter si on veut retrouver l'efficacité, parce que même si je suis d'accord avec les autres solutions que vous avez mentionnées, je ne pense pas qu'on puisse, enfin je ne me résous pas à abandonner la question de l'efficacité aux autres régimes, parce que je crois vraiment que la démocratie peut être aussi, voire plus efficace, parce que l'avantage qu'elle a par rapport aux autres régimes, c'est qu'elle a le pouvoir de la légitimité totale. Quand vous avez une décision politique qui est prise démocratiquement, et qu'ensuite vous êtes capable de l'appliquer de manière efficace, elle est plus solide que quand elle est prise par un régime despotique qui doit craindre pour sa propre survie, etc. etc. Vous avez déjà suscité un certain nombre de questions. Donc Louis-Jean de Nicolaï va ouvrir le bal, puis Bernard Fialaire. Façon d'ouvrir le bal, oui. Merci beaucoup. C'est assez extrêmement intéressant, en même temps inquiétant. Moi, j'ai d'abord une première question. Est-ce que vous pensez que le principe majoritaire peut perdurer ou pas? Et la deuxième question, c'est, pour permettre à mes autres collègues de poser des questions, la deuxième question, c'est quand est arrivée la rupture. Moi, j'ai été élevé, j'ai 76 ans, donc j'ai passé toutes les stades à la fois de la démocratie, et j'ai été élevé avec le respect des institutions, le respect des associations, le respect des syndicats, le respect de chaque corporation. Et est-ce que l'explosion individualiste, maintenant, qui a cassé tout ça. On ne parle plus jamais des syndicats ou très peu. Les associations, elles disparaissent dans les villages et autres, ce qui fait qu'il n'y a que de l'individualisme. À votre avis, quand est la rupture? Quand a été la rupture? Et est-ce que dans l'histoire, il y a déjà eu des ruptures de ce type-là et qui sont après revenues, si je puis dire, à la normale? Je ne sais pas, ça marche comme ça. Oui, merci. On est forcément très intéressés parce que c'est un peu notre appétence, ce type de débat. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de se caricaturer? Est-ce qu'on ne vous demande pas de vous prêter à un exercice qui est particulièrement déterminant? Quand on parle de la démocratie, on parle d'un moyen. Et ce qu'attendent finalement nos citoyens, c'est quel but, qu'est-ce qu'on leur propose, quel est le projet de société. Enfin, la Révolution française, elle s'est faite parce qu'on voulait apporter le bonheur aux gens. Enfin, on tenait ce genre de discours. Et maintenant, on a un peu de mal à voir vers qu'est-ce qui
peut faire briller, qu'est-ce qui peut faire rêver la population. Moi, on a subi, j'ai fait récemment une mission là, sur l'antisémitisme, l'enseignement supérieur, et on parlait de cet antisémitisme d'atmosphère. On a dit comment on peut lutter contre cette atmosphère. On nous dit c'est simple, il faut amener une autre atmosphère. Et est-ce qu'aujourd'hui on est capable d'amener une atmosphère de valeurs républicaines qui peut entraîner la jeunesse, les universitaires vers quelque chose vraiment pour lesquels ils puissent se lever, se battre et rêver? Je reprendrai même, là je ne veux pas choquer personne, si on reprend l'élection de 2017, on avait la gauche qui se battait dans ses compétitions internes, la même chose à droite dans des primaires des deux côtés, et puis quelqu'un qui arrive au milieu. Et souvenez-vous, les premiers grands meetings de Macron, tout le monde d'ailleurs le raillait, parlait pas de sa candidature, parlait de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, et ça faisait rêver. Ça pouvait être critiqué comme étant quelque chose d'anal, n'empêche que ça fait rêver les gens et ça fédérait parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui faisait briller. Et ce qui nous manque peut-être, moi je pense à notre génération, on a une génération coupable parce qu'on s'est paresseusement reposé, on nous disait l'Europe, prix Nobel de la paix, c'est la paix en Europe. D'ailleurs, pour qu'on s'armerait, puisque c'est la paix. On voit quand même ce qui se passe aujourd'hui à nos frontières. Moi, quand je suis rentré au Parti radical, on me disait, mais la laïcité, mais vous êtes dingue, ça, c'est plus un souci, on n'en parle plus, c'est réglé. Enfin, on a eu l'affaire du voile, on a eu tout ça. On a un État-providence qu'on disait, voilà, la protection sociale, ça va, on ne se rendait même pas compte qu'on faisait payer, qu'on vivait à crédit. Mais voilà, on s'est quand même reposé en parlant comme ça un petit peu de méthode d'organisation entre nous et pas de véritable but de société, enfin de projet vraiment et je pense que ce qui manque le plus, c'est ça. Et ensuite, quel est le meilleur moyen? Il y a un papier qui a été écrit en début d'année là, dans la revue parlementaire par Blandine Kriegel qui disait on est tous démocrates, mais est-ce qu'on est pour l'Empire ou pour la République? C'est-à-dire qu'on a quand même des démocraties autoritaires, on en voit partout dans le monde, et puis la République, c'est quand même ce qui respecte l'état de droit et qui fixe certaines règles. Et tout ça, c'est un moyen, mais pour porter quel projet, qu'est-ce qui pourra faire rêver et adhérer la population, qui déserte d'ailleurs les partis politiques, parce que qu'est-ce qu'on fait rêver? On a une gauche qui se définit simplement en étant contre l'extrême gauche, une droite qui se définit simplement en étant contre l'extrême droite. Je veux dire, c'est quand même pas des programmes qui sont emballants et qui font rêver. Donc, moi, voilà la question, est-ce que s'interroger sur finalement l'outil, c'est pas tourner en rond, se faire plaisir entre nous, mais perdre un peu notre temps, alors que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est chercher des véritables projets. Jean-Raymond Hugonet, puis Nadège Havet, et il y a d'autres demandes, et Pierre Barros. Oui, merci Madame la Présidente, pour remercier nos trois intervenants. Moi, je voulais rebondir sur le propos de Raphaël Dohan, sur l'efficacité. Parce qu'on parle de rupture et de défiance, mais est-ce qu'on parlerait de ça si les politiques avaient respecté ce qui est normalement leur engagement? Je pense au scrutin de 2005, où quand on parle de la voix du peuple, elle a été contournée, puisque le peuple s'était prononcé contre la Constitution européenne. Les politiques ont fait le contraire, sans remonter dans le temps précisément pour respecter les idées et les sensibilités de tout le monde. Voilà aussi longtemps que ceux qui sont élus n'ont jamais, classiquement jamais appliqué la politique pour laquelle ils avaient été élus, mais ils ont fait radicalement le contraire. Et on rajoute le troisième point qui fait l'emballage final, c'est-à-dire la faillite financière et l'incapacité à gérer l'argent public. Si ces trois, et ça c'est pas la Constitution qui en est responsable, en plus on lui a fait un mal terrible avec cette réforme stupide du quinquennat qui a désorienté et qui a tué pour partie la Ve République. Donc, ce n'est pas les outils, ce n'est pas la démarche, ce sont les personnels politiques qui ont trahi,
qui nous mène là où nous en sommes aujourd'hui. La population, elle demande quoi? Quand elle demande, tout le monde a parlé des référendums, voilà qu'il fallait faire des référendums, comme si c'était la panacée universelle. Mais le dernier en date, quand le peuple s'est prononcé, on a fait le contraire. Quand je dis on, la sphère politique a fait le contraire. En tout cas, le pouvoir de l'époque a fait le contraire. Comment voulez-vous qu'il en soit? Alors moi, la question que je pose, c'est est-il pour vous envisageable que des forces politiques d'aujourd'hui respectent, 1, la voix du peuple, 2, ce pourquoi ils sont élus, et 3, la gestion de l'argent public? Merci Madame la Présidente, merci beaucoup pour vos présentations. Je voudrais revenir sur, plus spécifiquement, vous avez parlé de 4 crises et je voudrais revenir sur la crise numérique. On le sait, les démocraties, elles sont fragilisées par l'expansion des réseaux sociaux, qui sont en fait des outils de manipulation à grande échelle aujourd'hui. On a une première ministre danoise qui s'est émeue de l'utilisation des smartphones pour les plus jeunes. Elle parle de monstres en fait, elle parle de... Nous avons libéré un monstre en donnant des smartphones à nos enfants, ce qui était probablement une bonne idée au départ. On voulait juste qu'ils contactent la maison ou leurs amis. Mais aujourd'hui, vous disiez qu'il fallait éduquer. On voit très bien qu'il y aura toute une génération, en fait, la génération de nos enfants qui ne pourront pas rattraper cette éducation. Doit-on les interdire? Jusqu'à quel âge? Et jusqu'à quand peut-on préserver leur espace mental tel que vous l'avez dit? Je vous remercie. Bien, merci pour cet échange. C'est toujours la magie de la délégation à la prospective, d'être à la fois dans une temporalité tout à fait actuelle, mais qui nous renvoie à des choses à la fois passées et à l'avenir. C'est réjouissant. Je pense que j'aurais pas dû regarder Citizen Kane hier soir. Donc j'ai essayé de ne pas être trop traumatisé par ce que j'ai vu ou revu. C'est un excellent film, c'est d'ailleurs Orson Welles, et ça montre quand même qu'à un moment donné, le pouvoir se place aussi à des endroits qui permettent des leviers très importants dans des systèmes démocratiques. Et je suis très sensible à ce qu'a dit Bernard tout à l'heure sur la question de la démocratie, qui est un véhicule pour faire vivre un projet qui doit être un projet républicain quoi qu'il arrive. Et pour le coup, le véhicule peut être différent, peut être retravaillé, mais ce qui compte certainement à la fin, c'est qu'on soit dans un projet républicain. Et c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça de façon à assurer à la fois une équité de projet, de respect, de non-essentialisation des gens. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet à travailler. Autour de la table, on est beaucoup d'élus à avoir été maire. Et l'expérience de maire, c'est l'expérience de la démocratie et de la plus rapprochée possible. Et moi, je me souviens, parce qu'on porte des projets, en général, on porte d'ailleurs des projets sur des petites choses et puis des projets sur des très longues durées, avec des grosses responsabilités à la fois en termes de moyens et puis même de coûts politiques potentiels. On prend des risques. Et c'est vrai que un fonctionnement démocratique, c'est comment faire en sorte que la décision politique soit la plus large possible, la plus partagée possible, de façon à ce qu'elle soit la moins lourde à porter, notamment pour un maire, déjà dans le cadre de son équipe. Si un maire travaille tout seul sans son équipe, il ne se passe pas grand-chose et ça peut même être dangereux. Et si une décision n'est pas portée collectivement face à la population, c'est tout aussi compliqué à vivre. Et j'ai des expériences de co-construction avec les habitants, notamment sur des aménagements et autres, où on avait été très loin dans la démarche de participation et ça avait été des aventures sur des soirées très longues souvent. Et à la fin, les gens nous disaient « c'est bon, ça suffit, on n'en peut plus, vous nous avez fatigués. Prenez une décision, quoi. » Donc ça veut dire qu'à un moment aussi, les populations dans un système démocratique, en effet, il est hyper important de partager le pouvoir et de co-construire et d'être en empathie dans les deux sens. Mais à un moment donné, les élus sont là pour prendre des décisions et pour les porter. Et je pense qu'aujourd'hui, le souci qu'on a, on a beaucoup travaillé avec Christine Laval sur la question de l'État stratège et autres. Je dirais qu'on peut croire en un système, en des élus, à partir du moment où ils se mouillent, ils prennent des décisions et ils les portent. Et ils sont stratèges. Et à partir de là, ils servent à quelque chose. Si par contre, on est dans un système où on a des élus qui passent leur temps en fait à éluder les questions et à ne pas porter les décisions qui sont prises, ou pas prendre de décision du tout,
au fond, à quoi servent les élus. À partir de là, il y a une vraie défiance par rapport à ce qu'on peut appeler à un moment donné une classe politique. Et je trouve que ça, c'est un sujet qui nous passionne au quotidien, comme le collègue disait tout à l'heure, mais ça doit nous faire réfléchir sur la façon dont, à un moment donné, on se mouille et on doit prendre des décisions et les porter. Et pour le coup, ici, dans un hémicycle, on ne pense pas tous la même chose, on ne porte pas tous le même idéal républicain. Malgré tout, la discussion et le débat fait à un moment donné qu'on est amené à prendre des décisions et après, à la fin, de les défendre auprès des populations. Et ça, c'est certainement le commun des élus dans le cadre d'un fonctionnement vraiment démocratique. Et je terminerai sur un truc. Les démocraties, malheureusement, sont extrêmement fragiles par rapport aux tentations totalitaires. Et faut en être conscient pour éviter de basculer dans sur des personnalités qui utilisent ce véhicule pour massacrer, déstabiliser et être en dehors d'un projet républicain. Ajouter une question, j'ai été assez frappée par le chiffre qui disait la proportion de Français qui estiment que les élus, leur première, c'est de se servir eux-mêmes. Quand on voit les débats qu'on a eus la semaine dernière pendant un nombre d'heures incalculable pour définir le conflit potentiel des élus locaux quand ils sont dans une commission d'appel d'offres, franchement, je pense que les règles de moralisation de la vie politique et tout ça fait que pour qu'un élu se trouve en possibilité de se servir, il faut y aller. Alors, est-ce que, en fait, ce que les citoyens ne reprochent pas, et toute, on va dire, avec la situation actuelle est fortuite, c'est de penser avant tout à leur réélection, et donc à prendre des décisions peu courageuses, mais qui font plaisir, ou en tout cas qui ne font pas qui ne déplaisent pas, avant de penser le temps long, et avec des décisions courageuses, mais qui effectivement remettent en cause leur élection. Et je lisais ce matin un article assez intéressant des journalistes qui avaient été interrogés, des députés battus en 2024 et qui regardaient la remise en question de la réforme de retraite en disant tout ça pour ça. Moi, j'ai été clouée au pilori. On m'a dit que j'étais pour, voilà, et donc j'ai été battue en 2024. Et finalement, moins de 2 ans après, on revient sur la réforme. Et donc, je n'aurais certainement pas perdu mon siège si nous n'avions pas fait cette réforme et si je ne l'avais pas votée. Et donc, est-ce que c'est ça que les interrogés visent ? Ou alors c'est vraiment autre chose, et à ce moment-là, quoi ? Parce qu'en fait, si on regarde le fonctionnement de nos institutions, je pense qu'on a tous du mal à voir là où il pourrait exister des risques. Non. Oui, non, je voulais revenir d'abord sur ce que Pierre Barrot a dit à l'instant sur la décision. Parce qu'effectivement, j'ai l'impression que les débats sur la démocratie ont été beaucoup influencés par des philosophes comme Jürgen Habermas, qui ont vu dans la démocratie d'abord un art de la délibération. Mais je pense qu'on a un peu oublié que c'était quand même un régime politique et donc un art de prendre des décisions. Alors, ça vaut pour les politiques eux-mêmes, où effectivement, c'est plus forcément aujourd'hui le centre de... Enfin, en tout cas, ça devrait être le centre de leur action, et c'est plus forcément le cas, pour les raisons que vous avez dites et pour d'autres. Mais aussi, on oublie que le peuple lui-même peut être appelé à prendre des décisions. Et dans les débats sur les référendums, je trouve qu'on oublie souvent, on parle de questions, on parle de voilà, est-ce que les gens répondent à la question qu'on leur pose, etc. Mais d'abord, un référendum, c'est une manière de faire adopter un projet de loi. C'est quand même littéralement, juridiquement ça. Et je trouve que c'est d'ailleurs la vertu du référendum que de soumettre directement une décision à prendre aux Français. Ça vaut au niveau national, ça vaut aussi au niveau local. Les collectivités locales se saisissent assez peu des possibilités qui sont ouvertes en la matière de consulter directement les citoyens sur tel ou tel projet. Oui, alors c'est vrai, on retombe sur le problème dont nous parlions tout à l'heure, mais ça a quand même des vertus politiques assez intéressantes, et je pense que les élus gagneraient, étant moi-même élu local, nous avons eu l'occasion de nous en servir, et c'était une très bonne expérience, à se servir plus de ces outils de démocratie directe, que j'opposerais donc aux outils de pure concertation ou de consultation qu'on associe trop souvent aujourd'hui à la démocratie. Enfin, il y a souvent ce réflexe de dire qu'il faut injecter plus de démocratie, et pour ça, faire plus de consultation, etc. Mais si ça n'aboutit pas à une décision, et notamment une décision prise par les citoyens eux-mêmes, je pense que ça n'a plus grand-chose à voir avec la démocratie elle-même. Donc, pour la question ensuite de M. Gonnet tout à l'heure,
bon, si toute une classe politique décide de ne pas appliquer le résultat d'un référendum, c'est difficile d'en sortir. J'avoue que quel que soit le régime, bon. Mais je ne pense pas qu'on doive en tirer la conséquence que le référendum lui-même est un outil à jeter aux orties. Je ne pense pas que c'était ce que vous voulez dire, bien sûr. Et qu'au contraire, s'il y a un outil aujourd'hui, parmi les différents outils à notre disposition, s'il y en a un qui n'est pas un gadget et qui, je pense, peut servir à redonner confiance dans l'action politique, c'est précisément celui-là. Parce que voilà, et bien sûr, à condition qu'on le respecte, mais parce qu'il permet d'enjamber donc cette divergence entre opinion des Français et opinion des politiques. Il permet de prendre directement une décision et de trancher des problèmes qui seraient sinon difficiles à assumer pour les politiques eux-mêmes. Et surtout aussi, ça a une vertu pédagogique, c'est que quand on doit trancher un débat par référendum, on a une campagne qui précède ce référendum et ça donne l'occasion d'exprimer des pour et des contre de manière beaucoup plus subtile. Et voilà, mais c'est toujours le cas, puisqu'en fait, je trouve que les meilleurs débats qu'on a eus sur la construction européenne, je pense que c'était les 2 débats de Maastricht et de 2005. Les élections européennes elles-mêmes n'ont jamais donné lieu à des débats d'une telle qualité sur la construction européenne elle-même que les débats référendaires. Et je pense que c'est le cas sur tous les sujets. Si on les soumettait à référendum, on aurait de très bons débats parce que c'est la nature même de cet outil que de susciter un débat enflammé parce que les Français s'intéressent à la politique, s'intéressent à la décision qui va être prise et forcément ça fait remonter des arguments intéressants. Donc je suis très favorable à l'utilisation du référendum, comme vous l'avez compris, pour ces raisons-là. Bien sûr, il ne faut pas le faire du jour au lendemain, mais si on a plusieurs mois pour le préparer et faire campagne, c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, à la fois démocratique et pédagogique. Donc je vais essayer de revenir sur le plus de choses possible. Je pense qu'il y a plusieurs des questions en fait. Enfin, je vais revenir sur 2 choses. La première, c'est ce premier point, et puis après on va reparler un peu de récit et de vision, parce qu'en effet, avec en plus, moi je dédie ma vie à la prospective, donc c'est notamment, ça m'intéresse de parler du projet plus que des modalités, en tout cas pour moi. D'abord, avant de rentrer là-dedans. Moi, je pense, et plusieurs points, moi je pense qu'on souffre, enfin moi, l'institution que je représente ici, pensons qu'on souffre de pas assez de, et c'est peut-être là où on va pas être un deuxième point de désaccord, mais pas assez, enfin pas quoi que sur le référendum, mais pas assez de délibération, pas assez de démocratie et pas trop. Je pense que à chaque fois qu'on a demandé aux gens de venir donner leur avis, s'informer, voilà, c'est ce qui passe aussi avec les jurys dans le monde juridique. Je pense qu'on a appris, et on a tous dans certaines cours de sciences politiques, a pris une espèce de défiance, parfois une méfiance en tout cas envers le peuple, et donc à pas embrasser ces options-là. Et la réalité, c'est que ça fait 30 ans qu'on infantilise complètement les citoyens. On leur demande de poser à des moments très précis un non, on a rendu tout extrêmement binaire, on est dans un monde complexe, on ne peut pas répondre tout simplement de manière binaire. Donc je pense qu'un point, c'est de casser cette binarité, et je le redis, faire beaucoup plus de confiance et aller beaucoup plus. Quand on regarde même quelque chose qui est extrêmement compliqué comme la construction d'une constitution, quand on regarde l'exemple islandais où ils ont été capables de mettre des gens autour de la table et d'avancer, ils ont été capables. Alors évidemment derrière il y a les experts qui peuvent venir, mais en tout cas le projet, le récit, il est collectif. Et donc je pense qu'il faut, ça permettrait aussi l'enjeu du sénateur tout à l'heure de ce clivage entre les deux et cette séparation en fait, en les remettant autour de la table, en les faisant retravailler. Donc voilà, après les modalités exactes, moi je suis pas constitutionnaliste et donc je laisserai à d'autres ce travail-là, mais je pense qu'on souffre plutôt de pas assez de proximité, pas assez d'implication, d'engagement. Moi quand je travaille aussi beaucoup avec des entreprises, quand on veut embarquer, comme on dit en bon français, les employés dans la réflexion et dans la vision, dans l'ambition, évidemment on part d'abord de là où on veut aller, mais derrière on leur donne un rôle, on donne un rôle à chacun. Aujourd'hui les classes moyennes elles sont hors du film, et donc c'est pas en les gardant hors du film qu'on va pouvoir continuer à avancer seul. Voilà. Sur le point du récit, évidemment c'est la première question, parce qu'après tout le récit d'une modalité, j'avais préparé, je pensais qu'on parlerait peut-être de proportionnel, de vote obligatoire, etc., mais en fait tout ça c'est des modalités. La vraie question, c'est la question de là où on veut aller. Et je suis ravi qu'une instance comme ici se pose ces questions-là, mais c'est quand même extrêmement rare. Quand on voit le débat aujourd'hui, au moment des élections ou même en temps normal, il n'y a absolument aucune réflexion, aucun arbitrage sur la société où on va. Et la question des retraites, au-delà d'être clivante, il y a aussi une éducation et une confiance à faire envers les citoyens pour comprendre les enjeux et ensuite trancher en bonne âme et conscience. Voilà. Mais je pense que tant qu'on garde
regarde la démocratie, pour revenir un peu au débat très institutionnel, comme une institution, comme un vestige du passé, comme quelque chose à glorifier, comme un meuble un peu dans le coin de la pièce, ou qu'il faut aller dépoussiérer une fois de temps en temps, et non pas comme un projet, et non pas créer du mouvement. Je reviens sur cette idée de mouvement. Pour moi, elle est extrêmement importante. La démocratie, ça doit... Aujourd'hui, on n'a plus de débat sur comment on va améliorer cette démocratie, comment on va aller vers plus de démocratie. Et donc, il faut réinstaurer ce mouvement dans la réflexion, parce qu'aujourd'hui, on est complètement figé sur des institutions, et donc les débats, c'est est-ce qu'on change tel article, alinéa, etc. C'est Cornelius Castoriadis qui parlait d'un projet d'autonomie collective. Comment est-ce qu'on reprend, on réinstaure cette réflexion-là, cette dynamique-là, et là aussi, j'y reviens, ça ne se fera que avec les gens, et surtout pas dans des salons feutrés, loin du peuple, entre guillemets, si je peux l'appeler comme ça. Alors, après, très rapidement, sur les téléphones portables et le numérique pour les enfants, alors il y a plein de choses qui sont faites. Il y a même une éducation, Gérald Bronner qui avance, qui sort plein de livres là-dessus, il a créé un programme d'éducation populaire, donc il y a des choses qui sont en train d'émerger. La question, c'est comment on arrive à passer à l'échelle sur plein de choses qui existent. Moi, aujourd'hui, j'ai pas la réponse sur quel âge, etc. Mais en tout cas, je trouve qu'on n'entend pas assez ce qui est tenté, ce qui est essayé. Je vous donne un exemple. Quand je suis allé dans une salle de classe, le professeur me dit aujourd'hui, plutôt que de demander aux élèves de faire une fiche sur Louis XIV, je demande à l'IA de la générer, j'y rajoute des erreurs et je demande aux élèves de la corriger. Et donc ça change aussi les manières de faire. Alors là aussi, on est dans la modalité, mais en tout cas, il y a plein de choses qui y sont imaginées. Et la question maintenant, c'est le passage à l'échelle de ces initiatives. Et après, sur la question de la rupture, quand c'est compliqué parce qu'en plus, si on reparle des institutions, l'impression qu'on a, c'est qu'en fait, on construit la constitution suivante et le régime suivant en réparation du précédent. Et donc, on est constamment en train de se dire, il y a trop de présidentialisme, il n'y a pas assez de parlementarisme, ça bloque, etc. Donc, je ne pourrais pas dire à ce moment-là, ça a changé, mais peut-être qu'on est dans un moment où il faut peut-être se poser. Alors, j'ai pas d'avis très tranché sur la question de, je vais en parler, de la 6ème République ou pas, parce qu'en même temps, ça permet de lancer une dynamique dans la question du projet collectif. Maintenant, c'est une coquille vide, la 6ème République, qu'est-ce qu'on met dedans? Donc c'est tout le débat. Et à l'inverse, ça crée un précédent. Le problème, c'est qu'on peut pas... on rentre aussi dans les réflexions des lecteurs clients où ils vont attendre la nouvelle constitution chaque fois comme le nouvel iPhone chaque année, quoi. Et donc il ne faut pas qu'on rentre non plus dans ce travail-là. Et donc là on est sur de la modalité. Et après peut-être le dernier point sur le fait majoritaire. Je redis, mais donc casser la binarité et réfléchir. Alors le modèle suisse, il est toujours intéressant parce qu'il est beaucoup cité. On dit oui, mais ils sont moins, etc. Mais il y a peut-être aussi des choses dans cette réflexion délibérative et d'aller vers une décision en mettant tout le monde autour de la table. Je voulais, monsieur le sénateur, vous avez posé une question tout à l'heure sur l'histoire et la possibilité au fond, d'un sursaut ou d'une restauration en quelque sorte. Moi, je veux quand même insister à titre personnel sur notre situation historique et le fait que nous n'avons jamais été en régime démocratique. Alors je mets hors propos les guerres elles-mêmes, bien sûr, les 2 guerres mondiales elles-mêmes. Nous n'avons jamais été mis en situation, dans ce monde démocratique, d'avoir un effondrement démographique, plus un effondrement financier, plus une crise culturelle absolument majeure, liée notamment au numérique, etc. Il y a d'autres choses aussi aux effets du passage du temps, et une crise politique qui est à la fois, qui a sa propre dynamique et qui est aussi une des conséquences. Donc, je crois qu'il faut vraiment, c'est pour ça que je me réjouis de discuter avec vous ce soir, d'échanger, je crois qu'il faut vraiment envisager la possibilité que la crise qui se déploie, qui n'est pas finie, qui se déploie, devienne une crise extrêmement grave. Moi, c'est une hypothèse que je retiens. Et donc, j'aimerais bien, je suis de nature optimiste, j'aimerais bien voir les variables qu'on peut présenter pour nous indiquer que ça va aller mieux bientôt. C'est quand même très difficile de les identifier. Il y a des choses qui vont très bien, mais par rapport au poids des variables négatives, il faut beaucoup de choses. Donc ça, c'est quand même un élément sur lequel il faut travailler encore. Je ne prétends pas, bien sûr, avoir le propos définitif sur cette évaluation, mais je crois qu'il faut y travailler parce que c'est très important de savoir si le contexte
laisse ouvert un futur de restauration ou si la situation est plus grave que cela. J'étais très intéressé par les remarques que vous faisiez, monsieur le sénateur, sur la décision, le fait de décider quand on est un élu. Je crois aussi que c'est un élément clé. Et il me semble, c'est très général ce que je dis là, et un peu rapide, hein, je m'en excuse auprès de vous, il me semble que grosso modo, il y a eu une sorte de confusion collective, les élus et les citoyens sont dedans, hein, dans le fait d'être un élu, de consulter, de rendre des comptes, de telle sorte qu'à la fin, on a l'impression que, comme vous l'avez dit, le problème, c'est de prendre la décision. Et c'est une des sources de la délégitimation de l'élu. C'est une des sources de la recherche de procédures alternatives. Réaffirmer la décision de l'élu me paraît une clé. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, je suis très, très réservé sur les conventions citoyennes, non pas dans leur utilité fonctionnelle pour éclairer une assemblée d'élus. Pour moi, ce serait formidable que les élus, que vous, le Sénat, etc., vous consultiez, vous organisiez une conférence de consensus, une conférence citoyenne pour voir ce qu'il ressort de leurs réflexions, pour vous inspirer en tant que législateur. Mais pour se substituer, pour décider, ça c'est catastrophique. Et c'est ce qui s'est fait. L'annonce a même été faite le lendemain de l'abstention historique aux élections municipales de 2020. Le lundi, si vous vous en souvenez, le lundi qui a suivi le second tour des municipales de 2020, où nous avons eu une abstention sans précédent, qui n'était pas liée au Covid, puisque l'abstention a commencé à augmenter fortement en 2014. Il y a une tendance qu'il va falloir regarder ici. Donc la décision appartient aux élus et ils renforceront leur légitimité quand ils assumeront plus fortement encore leurs décisions. Les électeurs en seront sans doute très heureux, pas forcément toujours d'accord, mais très heureux de voir qu'il y a un pouvoir qu'ils ont nommé eux-mêmes, parce que l'élu qui ne décide pas, c'est une espèce de réduction du pouvoir de l'électeur, au fond. Il a désigné quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. C'est pourquoi assurer cette fonction-là est absolument essentiel. Et puis je voudrais ajouter, pour rejoindre mes collègues, je crois que là-dessus nous sommes convergents, la question de la confiance, il faut la mesurer dans l'autre sens. Il se trouve que la Fondapol a fait une fois une étude avec la Fondation Jean Jaurès sur cet aspect. On a demandé à des Français s'ils pensaient que les élus leur faisaient confiance. La réponse non, à de mémoire 70 ou 75%, à peu près la même, c'est-à-dire que vous ne nous faites pas confiance, à nous les citoyens. On peut dire là, comment voulez-vous que les citoyens fassent confiance aux élus si on a l'impression que les élus n'ont pas confiance aux citoyens? Ça, c'est un aspect qui n'est pas suffisamment travaillé et qui a comme conséquence, alors ça a déjà été dit, et puis ici, je pense qu'il y a peu de personnes à convaincre de ce que je vais dire là, mais il est évident qu'il faut que le pouvoir central en France, omniscient, que moi je trouve arrogant, très parisien, très métropolitain, qui vous dit de rouler à 80 km/h. Ce n'est pas une critique ad hominem ce que je fais là, hein, mais c'est sur la méthode. Moi, je suis aveyronnais, voilà, dans mes petites villes d'Aveyron, ils apprennent qu'il faut rouler à 80 km/h, mais est-ce qu'ils savent qu'on peut rouler à 100 même? Il n'y a personne, là, pas de problème, etc. Donc cette espèce de pouvoir descendant qui normalise, qui part du présupposé qu'il a une espèce de vertu supérieure, qui dissimule à peine comme prétention, hein, c'est vraiment quelque chose qui est devenu totalement infamable. Donc il faut vraiment récuser tout cela. Et il faut cette idée que, au fond, nous vous faisons confiance. Ça veut dire que nous vous le démontrons. La première étape, c'est les collectivités locales. Ça a été dit, et vous le savez ici, je ne vais pas... Mais on ne montre pas assez que nous avons confiance dans les collectivités locales, qu'elles savent faire, qu'il faut leur donner plus de moyens, plus de marge, et même des marges, parfois, ce n'est pas de l'argent, c'est des marges, hein. Des marges pour faire des choses, hein, et que les électeurs verront se déployer sous leurs yeux un projet, une décision, une action, un résultat qu'ils jugeront, ils seront comptables. C'est le parcours parfait, ça. Il faut aussi, je pense d'ailleurs, partager avec les entreprises, d'une certaine manière, partager avec les universités, partager avec des entités de ce type qui ont plein de compétences dans leur niveau, dans leur secteur, et qui savent faire beaucoup de choses. Et puis, je voudrais juste ajouter, pour terminer, sur la question du référendum, il faut faire attention, bien sûr, vous le savez tous, mais
Vous avez peut-être vu les dernières données sur le Brexit au Royaume-Uni. Pratiquement 56% des Britanniques regrettent. Finalement, les courbes se sont croisées dans l'autre sens. Ils ne l'avaient pas adopté de beaucoup à l'époque. Moi, je m'attendais à un rejet plus massif. Ça a été en fait un rejet plutôt étriqué. Ils sont dans le regret aujourd'hui d'avoir quitté l'Union européenne. Et quand le peuple se trompe, comment est-il responsable? C'est un problème du référendum. Un élu qui se trompe, on peut le remplacer par un autre. Une majorité qui se trompe, elle devient minorité. Le peuple qui se trompe, il n'y a pas de solution. Il y a une espèce d'impasse là-dedans. Il faut quand même... voilà. Alors quand on demande au peuple de choisir une nouvelle constitution, et c'est essentiel de le consulter par référendum, enfin il me semble, il approuve pas, on commence, on a un contrat commun. Mais sur d'autres sujets, il faut vraiment faire attention parce que on peut, ça a été dit, ne pas respecter le choix. On a parlé de 2005, moi j'ajouterais Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu aussi un référendum qui n'était pas obligatoire, qui a été institué, qui n'a pas été respecté. Bon, ce sont des habitudes absolument désastreuses, ça c'est évident, à tout le moins. Mais il faut aussi se demander ce qui se passe quand un peuple se trompe et comment peut-il à la fois le constater et s'en prendre à lui-même. Et le récit, puisque ça a été évoqué, ce que vous disiez tout à l'heure sur le récit, monsieur le sénateur, en vous écoutant, j'ai entendu ce que moi je crois lire chez Fukuyama, qu'à mon avis, on lit trop vite. Ce que dit Fukuyama, c'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes capables de nous mettre d'accord sur un horizon idéal de valeurs commun et qui est mobilisateur? Alors, on a tous des préférences, ce ne sont pas les mêmes. Est-ce que nous sommes capables de fabriquer un projet qui, en effet, nous donnerait envie de l'atteindre, nous permettrait de mobiliser les ressources et puis de favoriser quelques compromis plus difficiles à faire parce que ce projet nous permettrait d'être plus ouverts aux autres dans cette discussion. C'est la grande question aujourd'hui. Est-ce que nous avons ce projet-là? Qui le porte? On ne le trouve pas à ce jour. Mais il faut l'inventer. Merci beaucoup. Personne ne souhaite rebondir, réagir. On va partir avec nos... On regardera la vidéo parce qu'on peut regarder la vidéo en replay, donc comme ça. Mais merci beaucoup. Enfin, je pense que vraiment le format de l'audition, de vous avoir tous les trois avec vos regards complémentaires et parfois dissonants, voilà, un format intéressant qu'il faudra qu'on conserve. Et vraiment, merci beaucoup à vous de vous être prêtés à cet exercice qui n'est pas forcément toujours très facile, je vous l'accorde. Merci, Madame la Présidente.